Mes parents m'ont dit, ne gêne pas les affaires. J'ai décroché le deal à 1,23 milliard d'euros. Ils m'ont rappelé son assistante. Tu ne hais pas l'avenir, a murmuré mon père en plein vol, et j'ai su que tout était fini. Mais ils ont oublié une chose. C'est moi qui ai construit la serrure. Alors j'ai ouvert le fichier, et tout s'est verrouillé. Laissez-moi vous raconter comment le silence est devenu mon arme la plus puissante. Bonjour à tous. Avant d'entrer dans les détails de cette trahison, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Je suis Faustine, et cette histoire s'est déroulée entre Paris et New York. Mais je sais que ce genre de drame familial, ce sentiment d'être invisible dans sa propre maison, dans son propre travail, est universel. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous? Savoir que je ne suis pas seule ce soir me touche énormément, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tout a commencé il y a 3 jours. Il était 23 heures passées. J'étais seule dans mon appartement parisien, dans le 16e. Le silence n'était rompu que par le cliquetis de mes doigts sur le clavier et le bourdonnement lointain de la circulation sur l'avenue. Dehors, Paris brillait, mais à l'intérieur, je ne voyais que la lueur bleue de mon écran. J'étais épuisée. Le genre d'épuisement qui vient après 18 mois de travail acharné, de nuits blanches, de négociations sans fin. Dans 3 jours, je devais m'envoler pour New York. Le couronnement de ma carrière. La signature d'un contrat de 1,23 milliard d'euros. Un contrat que j'avais personnellement négocié, arraché aux mâchoires d'une concurrence féroce. J'avais bâti ce deal à partir de rien, de la première ébauche de proposition jusqu'aux annexes juridiques complexes. C'est là qu'il est arrivé. Un email. L'objet était banal, agenda final, signature NYC. J'ai cliqué, presque distraitement, en buvant une gorgée de café froid. Je m'attendais à voir mon nom, Faustine Lambert, négociatrice en chef, juste après celui de mon père. Mes yeux ont scanné le PDF. J'ai vu le nom de mon père, Hervé, PDG. J'ai vu le nom de ma mère, Béatrice, directrice de la communication. Et puis, en gras, sous la section « Présentation principale », j'ai vu un nom qui n'avait rien à faire là. Isor Lambert, stratège principal. Isor. Ma petite sœur. Mon estomac s'est noué. J'ai fait défiler. Encore. Et encore. Rien. Mon nom n'était nulle part. Ni en tant que négociatrice, ni en tant que présentatrice. J'ai cherché dans les notes de bas de page, dans la logistique. Rien. J'ai cru à une erreur. Une terrible erreur administrative. J'ai ouvert le dossier partagé. J'ai ouvert l'agenda de la semaine dernière. Et là, mon nom y était. Brillant. Faustine Lambert. Je suis allée plus loin. J'ai utilisé mes accès d'administratrice, ceux que j'avais parce que c'est moi qui avais construit le système. J'ai ouvert l'historique des modifications du document. Une seule ligne. Modifié le 28 octobre, 14h02. Par Béatrice Lambert. Ma mère. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision. Une exécution. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était ce moment précis où vous entendez le verre craquer sous vos pieds. Pas une chute, juste un glissement. Le sol sous moi venait de se fissurer. Il m'avait effacé. J'ai regardé le téléphone. J'aurais dû hurler. J'aurais dû exiger des réponses. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai respiré. 1 fois. 2 fois. J'ai composé son numéro. Pas pour me plaindre. Pour confirmer. Le téléphone a sonné 3 fois. Une éternité. J'entendais le sang battre dans mes oreilles. Faustine? Tout va bien? Il est tard. La voix de ma mère, Béatrice. Vive, professionnelle, toujours en contrôle. La voix qu'elle utilisait pour les interviews à la télévision. Bonsoir, mère. Oui, je viens de voir l'agenda final pour New York. J'ai laissé la phrase en suspens. Un test. Il y eut un silence. 1 seconde de trop. Le genre de silence qui n'est pas vide, mais qui est lourd de ce qui n'est pas dit.
Un silence de calcul. Ah, oui, dit-elle enfin, son ton devenant un peu plus froid, presque métallique. Nous avons dû faire quelques ajustements de dernière minute. Pour la clarté du message. La clarté? Ma voix était plate. Tu m'as retiré. Tu as mis Isor à ma place. Ne sois pas si dramatique, Faustine. C'est le moment d'Isor. Elle est le nouveau visage de nos initiatives stratégiques. Nous ne voulions pas de confusion, avec trop de voix sur scène. Le mot confusion m'a frappé comme une gifle. Trop de voix? J'ai essayé de garder ma voix stable. Mère, j'ai négocié ce contrat pendant 18 mois. J'ai passé des nuits à New York, à Paris, à Tokyo pour ça. Isor n'a même pas lu les annexes. Tu es brillante dans les coulisses, chérie, dit-elle. Le mot « chérie » était une insulte. Ton travail est fait. Il est impeccable, comme toujours. Mais maintenant, c'est une question d'image. Isor, elle a la présence. Elle est l'histoire. Toi, tu es les chiffres. Les chiffres n'ont pas besoin d'être sur scène. Les chiffres? J'étais les chiffres. Les souvenirs ont afflué, si douloureux que j'ai fermé les yeux. Le gala de l'industrie, il y a 3 ans. Mon projet. Ma stratégie de logistique qui avait sauvé 40 millions d'euros. C'est Isor, dans une robe blanche éclatante, qui était montée sur scène pour recevoir le prix de l'innovation de l'année. J'étais où? En coulisses. Dans le noir. Avec un talkie-walkie, m'assurant que le prompteur sur lequel était écrit le discours que j'avais rédigé pour elle fonctionnait. Quand j'avais osé poser la question plus tard, ma mère m'avait regardé avec une pitié exaspérée. Isor photographie mieux, Faustine. C'est du marketing. Comprends-le. Ce n'était pas une erreur. C'était une stratégie. Une stratégie à long terme pour me remplacer. Donc, dis-je, ma voix maintenant aussi froide que le marbre de la cheminée. Que suis-je censé faire à New York? Tenir son sac à main? Tu seras là, dit-elle sèchement. Dans un rôle de soutien. Assure-toi que tout se passe bien pour ta sœur. Assure-toi que les techniciens sont prêts. Et Faustine? Oui. Ne gêne pas les affaires. Ce n'est pas personnel. Clic, elle avait raccroché. Ce n'est pas personnel. J'ai regardé l'agenda ouvert sur mon écran. Le nom d'Isor en gras. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Tu as raison, mère, ai-je murmuré à la vitre froide qui reflétait mon visage. Ce n'est pas personnel. C'est contractuel. Elle avait tort. Les chiffres sont tout. Et mes chiffres racontaient une histoire qu'elle n'était pas prête à lire. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai ignoré le dossier de New York. J'ai navigué profondément dans mes archives personnelles. 5 niveaux de dossier. Et j'ai ouvert un fichier que j'avais préparé il y a 2 ans. Un fichier nommé clause 22B. Je l'appelais ma clause de l'héritage. Ou ma clause du jugement dernier. Je l'avais rédigé la semaine après l'enterrement de mon grand-père. Mon grand-père. Le fondateur. L'homme qui avait bâti cet empire à partir d'un petit atelier de la banlieue parisienne. Un homme dont les mains étaient calleuses et l'intégrité de fer. Il m'avait tout appris. Il m'emmenait à l'usine quand j'étais enfant, l'odeur d'huile de machine et de café fort remplissait mes narines. Regarde les fondations, Faustine, me disait-il. Pas la peinture fraîche. Il avait vu ma mère et mon père Béatrice et Hervé pour ce qu'ils étaient. Brillants, oui. Charismatiques, absolument. Mais obsédés par la peinture fraîche. Obsédés par l'image, les relations publiques, les couvertures de magazines. Il vendrait l'âme de l'entreprise pour une bonne couverture de « challenge », m'avait-il dit un jour, ses yeux clairs fixés sur moi. Ils oublient ce qui fait tourner les machines. Toi, Faustine, tu es la structure. Tu es l'acier. Ne laisse jamais l'image l'emporter sur l'intégrité. Quand il est mort, il m'a laissé ses actions personnelles une petite part, pas assez pour le contrôle, mais assez pour être une nuisance. Et il m'a laissé cet avertissement. Alors, il y a 2 ans, lorsque j'ai été promue directrice stratégique et que j'ai pris en charge la refonte de tous nos systèmes de contrats numériques, un projet qu'Hervé trouvait ennuyeux,
et que Béatrice jugeait invisible, j'ai ajouté quelque chose. C'était mon domaine. L'architecture du système. J'ai ajouté une clause. Une petite chose, enfouie dans les milliers de lignes des protocoles de sécurité de l'entreprise. La clause 22B. Elle stipulait, en termes juridiques très secs, que pour tout contrat international dépassant 1 milliard d'euros, une double authentification était requise, celle du PDG, mon père, et celle de l'architecte stratégique du système, moi. Mais il y avait un sous-paragraphe. Un sous-paragraphe que j'avais moi-même rédigé. En cas de fausse déclaration de l'autorité exécutive, de conflit d'intérêts familial documenté, ou de manquement éthique grave, l'autorité de validation finale revient unilatéralement à l'administrateur fiduciaire unique du système. Cet administrateur, c'était moi. Mes parents avaient signé l'ensemble des protocoles de sécurité sans jamais lire les détails techniques. Trop compliqué, avait dit Hervé en agitant la main. Fais ce que tu as à faire, Faustine. Tu es douée pour ces choses-là. Silencieuse et utile. J'avais toujours espéré ne jamais avoir à l'utiliser. C'était une assurance contre un incendie que j'espérais ne jamais voir. Ce soir-là, en regardant l'agenda de New York, je sentais l'odeur de la fumée. J'ai ouvert ma messagerie sécurisée. J'ai contacté Étienne. Étienne était notre chef de la sécurité informatique. Un homme taciturne, la quarantaine, qui portait toujours les mêmes pulls gris. Il n'était pas mon allié. Il était l'allié de mon grand-père. Mon grand-père l'avait engagé 20 ans plus tôt et lui avait confié les clés numériques du royaume. Sa loyauté allait à l'entreprise, à l'intégrité du système, pas à ses dirigeants actuels. Mon message était simple. Étienne. Activez la surveillance du journal sur la clause 22B. Et j'ai besoin d'un rapport complet des journaux d'accès d'Isor Lambert à tous les serveurs stratégiques, S-Drive, des 6 derniers mois. Discrétion absolue. La réponse est venue 3 minutes plus tard. Compris, Faustine. Je n'avais pas encore de plan. Je n'avais qu'un bouclier. Je me suis levée et j'ai commencé à faire ma valise pour New York. Je ne savais pas que le lendemain matin, ma mère n'allait pas m'apporter un bouclier, mais une épée. Ou plutôt, un uniforme d'insulte. Une boîte est arrivée. Le coursier a sonné à 10 heures du matin. Une grande boîte blanche, rigide, d'un grand magasin de luxe de l'avenue Montaigne. Pas d'adresse d'expédition. Juste mon nom, écrit à la main avec l'écriture élégante et contrôlée de ma mère. J'ai posé la boîte sur la table de la cuisine. Mon cœur battait la chamade. Un instant, une fraction de seconde, j'ai espéré. Peut-être était-ce un cadeau de paix? Une robe pour le dîner de célébration? Une reconnaissance? J'ai coupé le ruban de soie. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, des vagues de papier de soie. Et en dessous, le vêtement le plus triste que j'ai jamais vu. C'était un tailleur-jupe. Beige. Pas un beige élégant, pas un camel chic. Un beige terne, administratif. La couleur de l'ennui, la couleur d'un mur de bureau qu'on ne remarque pas. La coupe était carrée, les épaulettes rigides, comme si elles sortaient tout droit d'une série des années 1990. Le tissu était lourd, rêche. Il avait l'air inconfortable. Il avait l'air conçu pour étouffer toute forme de personnalité, pour se fondre dans le décor. Une petite carte était épinglée sur le revers. Pour New York. Classique et approprié pour ton rôle. Je t'aime, maman. Pour mon rôle. Pas mon titre. Pas ma contribution. Mon rôle. Le rôle de la femme invisible, de l'assistante, de la technicienne en coulisses. Le rôle de celle qui s'assure que les diapositives fonctionnent mais qui ne doit jamais, jamais, être vue. Les larmes me sont montées. Pas de colère, cette fois. Juste une tristesse profonde, écrasante, qui m'a coupé le souffle. Je me suis souvenu de mes 15 ans. J'avais une fête, ma première vraie fête. J'étais terrifiée, je me trouvais laide, je n'avais rien à me mettre. J'étais en larmes dans ma chambre. Ma mère était entrée. Elle n'avait pas dit un mot. Elle était allée dans son propre placard et en avait sorti une simple robe en soie bleue. Celle-ci fera l'affaire, avait-elle dit. Elle l'avait ajustée sur moi avec des épingles.
Tu as les yeux de ton grand-père, Faustine. Ne laisse personne les éteindre. J'avais été la plus belle de la fête. Je m'étais sentie invincible. Et maintenant, c'était elle. Cette même femme. Qui me tendait cet uniforme beige. L'uniforme de l'invisibilité. C'était un message clair, reste à ta place. Sois invisible. J'ai ri. Un rire sec, sans joie, qui a fait sursauter mon chat. J'ai plié le costume et je l'ai mis dans ma valise. Comme une pièce à conviction. La journée a empiré. Mon assistant, Antoine, un jeune homme brillant que j'avais personnellement formé, est venu me voir à mon bureau. Il était pâle et évitait mon regard. Qu'y a-t-il, Antoine ? Il a avalé sa salive. Il tenait une tasse de café à deux mains, comme pour se donner une contenance. Faustine ? Madame Lambert, votre mère, m'a appelé ce matin. Mon estomac s'est noué. Et alors ? Elle m'a demandé de vous soutenir pendant le voyage à New York. Le mot « soutenir » a été prononcé avec une hésitation qui m'a glacé le sang. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Antoine, qu'est-ce qu'elle t'a vraiment demandé ? Il a baissé les yeux vers son café. Elle m'a demandé de lui faire un rapport sur votre état d'esprit. De noter si vous sembliez distraite ou conflictuelle. De lui rapporter toute conversation que vous pourriez avoir avec l'équipe juridique ou les clients. Le souffle m'a manqué. Ils ne m'ont pas seulement rétrogradé. Ils ne m'ont pas seulement insulté avec un costume. Ils m'ont mise sous surveillance. Ils m'espionnaient. Ils utilisaient mon propre assistant, un homme que je respectais, pour me poignarder dans le dos. Comme une enfant instable. Ou une prisonnière. C'est peut-être le moment qui m'a le plus brisé. Être trahi par ses parents sur le plan professionnel, c'est une chose. C'est une douleur que beaucoup connaissent, cette lutte pour la reconnaissance dans une entreprise familiale. Mais être espionné ? Être traité comme une menace, comme une folle potentielle ? Que auriez-vous fait à ma place ? L'auriez-vous confronté, elle ou Antoine ? Auriez-vous refusé de partir ? Ou auriez-vous, comme moi, serré les dents et gardé le silence, sachant que la moindre réaction émotionnelle confirmerait leurs accusations ? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si j'étais la seule à voir cette folie. J'ai regardé Antoine. J'ai vu la honte sur son visage. Il était pris au piège. J'ai posé ma main sur son bras. Antoine. Ta loyauté est envers cette entreprise, pas envers une personne. Fais ce que tu dois faire. Mais souviens-toi de tout ce que tu vois et entends. Tout. Il a hoché la tête, reconnaissant. Je n'avais pas besoin de leurs vêtements. J'avais besoin de donner. Et l'appel Zoom de ce soir-là, la réunion de stratégie familiale, allait m'en donner plus que je n'en avais jamais demandé. L'appel Zoom était programmé à 19h. Synchronisation stratégique finale. Un titre pompeux pour ce qui allait être une mascarade. Je me suis connecté depuis mon bureau à la maison. J'avais la caméra allumée, une expression neutre. J'ai fait l'effort de me maquiller, de porter une chemise en soie. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir ébranlée. Ils sont apparus, un par un, dans leur petite case. Mon père, Hervé, dans son bureau lambrissé, un faux feu de cheminée crépitant derrière lui. Il souriait comme s'il était déjà à la télévision. Ma mère, Béatrice, devant un fond flou artistique, probablement pour cacher le désordre de son propre bureau. Elle avait l'air sereine et en contrôle. Et Isor. Évidemment, elle n'était pas chez elle. Elle était dans le studio de relations publiques de l'entreprise, avec un éclairage professionnel qui la rendait impeccable, un maquillage de télévision. Elle était prête pour son gros plan. Bien, commença Hervé, sans même un « bonjour, général ». Finalisons le message. Isor, tu as la parole. Répète ce que nous avons vu. Isor a hoché la tête, comme une étudiante qui a parfaitement appris sa leçon. Elle a pris une inspiration théâtrale. Merci, père. Notre vision pour cette expansion à New York n'est pas seulement transactionnelle. C'est transformationnel. Il s'agit de récupérer notre héritage, de montrer au monde que notre famille. Elle parlait. Et je l'écoutais. Et mon sang se glaçait.
Elle utilisait mes mots. Mes phrases. Mes diapositives. Une version simplifiée, édulcorée, remplie de mots à la mode qu'elle avait dû apprendre le matin même, mais c'était ma stratégie. C'était la présentation que j'avais faite au conseil d'administration 6 mois plus tôt, celle qui avait débloqué le budget pour la négociation. Mon cœur aurait dû battre la chamade de rage. Il était calme. Glacial. Je prenais des notes. Elle a parlé pendant 10 minutes, pleine de synergie, d'écosystème, d'agilité. Quand elle a terminé, elle a souri avec éclat à la caméra. Des questions, demanda Hervé, rayonnant de fierté, comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. J'ai levé la main, virtuellement et physiquement. Les yeux de Béatrice se sont plissés. Son sourire s'est légèrement crispé. Oui, Faustine? Un problème logistique? Les vols sont confirmés. Non, dis-je calmement. Une précision stratégique. Isor, j'ai forcé mon regard à ne pas quitter le sien, à la diapositive 4, tu as mentionné la clause d'indemnisation comme étant flexible. Ce n'est pas le bon terme. Ce n'est pas du tout ce que nous avons négocié. Juridiquement, notre position est limitée et plafonnée. Si tu utilises le mot flexible devant les avocats de New York, ils vont nous dévorer. On parle d'une exposition potentielle de 10% de la marge bénéficiaire. Le silence s'est installé. Isor est devenue rouge vif. Elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Elle a regardé sa mère, paniquée. C'est là que mon père, Hervé, s'est penché vers sa caméra. Son sourire avait disparu. Il n'était plus le PDG charmant. Il était le patriarche en colère. Faustine, dit-il, d'une voix basse et dangereuse. Nous avons besoin de présence sur scène. Pas de précision. Isor a le ton que nous voulons. Ton ton est abrasif. C'est compris? Abrasif. Abrasif. Parce que je venais de sauver 120 millions d'euros. J'ai regardé ma sœur. Elle me regardait avec un mélange de peur et de triomphe. Elle savait que j'avais raison. Et elle adorait que ça n'ait pas d'importance. J'ai appuyé sur le bouton « mute » de mon micro. Parfaitement compris, dis-je à l'écran muet. J'ai cliqué sur « quitter ». La présence. Ils allaient voir ce que ma présence pouvait faire. Mais d'abord, je devais passer au bureau une dernière fois avant le vol. J'avais besoin de récupérer mes disques durs de sauvegarde. Et c'est là que j'ai vu la dernière insulte. La plus cruelle. Il était 22 heures. Le bureau de Paris était presque vide. L'atmosphère était feutrée, seul le bruit des équipes de nettoyage à l'étage inférieur et le ronronnement des serveurs. L'air sentait le produit à polir et le café brûlé de la machine. Je suis allé à mon bureau, j'ai récupéré mes sauvegardes cryptées et je les ai glissées dans mon sac. J'ai pris le disque dur contenant les archives de mon grand-père. Sur le chemin du retour, je suis passé par l'étage des relations publiques pour déposer une note finale à Antoine, qui y travaillait tard, préparant les dossiers de presse pour New York. Et c'est là que je l'ai vu. Ils avaient installé une nouvelle exposition dans le couloir principal, près de l'ascenseur de la direction. Un titre en lettres d'argent, l'héritage en mouvement. Une série de photos encadrées, éclairées par des spots. Mon grand-père posant la première pierre de l'usine. Hervé sonnant la cloche lors de l'introduction en bourse. Béatrice avec un ministre. Et puis, une photo de famille. Une photo que je connaissais par cœur. Une journée à la plage de Deauville, il y a 20 ans. J'avais 10 ans. Sur la photo encadrée, il y avait Hervé, bronzé et souriant. Béatrice, l'air glamour même dans le sable, enroulée dans une serviette. Et Isor, au milieu, âgé de 8 ans, tenant un seau et une pelle, un sourire édenté. Mais quelque chose n'allait pas. Mon cerveau a mis une seconde à comprendre. Mon cœur s'est arrêté avant que mon esprit ne comprenne pourquoi. J'étais censé être là. Sur la photo originale, celle qui était dans l'album de famille à la maison, celle qui était sur la cheminée de mon grand-père. J'étais là. Accroupi à côté d'Isor. C'est moi qui avais trouvé le gros coquillage qu'Isor tenait fièrement. Je me souvenais du sable froid sous mes genoux. Sur cette version, imprimée en grand format, célébrant l'héritage, j'avais disparu.
Il m'avait détouré, effacé. Un coup de Photoshop et pouf, Faustine n'a jamais existé. J'ai tendu la main et j'ai touché le verre froid. Il n'y avait que du ciel bleu là où j'aurais dû être. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'étais au-delà des larmes. C'était une froide fureur. Ce n'était plus du business. Ce n'était même plus de la famille. C'était une annulation. Une négation de mon existence. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo de la photo. Je suis retourné à mon terminal. J'ai utilisé mes privilèges d'administrateur. J'ai ouvert les journaux d'accès. Serveur S-Drive. F-bas stratégie-bas finale. Accès par Isor Lambert. 37 fois. 37 fois ce dernier mois. Elle n'avait pas seulement volé mon travail. Elle avait volé ma vie, mes mots, et maintenant, mes souvenirs. J'ai tout sauvegardé. Les logs. La photo de la photo. J'ai tout mis sur une clé USB cryptée que je portais autour de mon cou. J'ai éteint mon ordinateur. Et c'est là que le téléphone de mon bureau a sonné. Un téléphone fixe que personne n'utilise jamais. Il était minuit. J'ai décroché. Et j'ai entendu la voix de ma mère. J'ai décroché. Ma voix était un murmure. Bureau de Faustine Lambert. Il n'y a pas eu de réponse. Juste un léger écho, un son de « salle de conférence ». Et puis, j'ai entendu « non, elle ne le fera pas. Elle est trop prévisible. Elle va bouder, mais elle fera le travail. » C'était la voix de ma mère, Béatrice. Mon sang s'est glacé. J'ai entendu une autre voix. Isor. Son rire léger. Mais maman, et si elle parle aux avocats à New York? Elle connaît les chiffres, elle pourrait tout gâcher. Chérie, répondit Béatrice, avec une patience condescendante, comme si elle parlait à une enfant. Tant qu'elle ne gâche pas tout, tout ira bien. Elle est douée avec Excel. C'est sa voix. Elle aime les chiffres. Laisse-la avec ses chiffres. Ils étaient en conférence téléphonique. Et d'une manière ou d'une autre un bug dans le nouveau système de communication qu'Isor avait insisté pour installer, un transfert accidentel, une intervention divine l'appel avait été routé sur ma ligne de bureau. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton « Enregistrer » de mon téléphone de bureau. La petite lumière rouge s'est allumée. Isor a ri à nouveau. Un petit rire aigu, presque hystérique. Tu as raison. Elle va se présenter avec son air sérieux, faire la tête, mais elle restera dans son coin. C'est ce qu'elle fait de mieux. Être silencieuse et utile. Silencieuse. Et utile. Mon monde s'est rétréci à ces deux mots. Pendant des années, j'avais cru que mon travail acharné, ma précision, mon dévouement, étaient précieux. J'avais cru que je protégeais l'entreprise de leurs erreurs, de leur focalisation sur l'image. Pour eux, j'étais juste, utile. Comme un bon mixeur. Comme un logiciel qui fonctionne bien. Quelque chose qu'on n'applaudit pas, qu'on ne remercie pas. On attend juste qu'il fonctionne. Très bien, dit Béatrice, sa voix redevenant vive. Assez parlé d'elle. Elle va faire ce qu'on lui dit. Concentrons-nous sur ta conférence de presse après la signature. Le plus important est l'image, Isor. La façon dont tu tiendras le stylo. J'ai appuyé sur « Stop ». J'ai sauvegardé l'enregistrement. 30 secondes. 30 secondes de vérité pure et distillée. J'ai transféré le fichier .wave sur mon disque sécurisé. J'ai envoyé un message crypté à Étienne. Objet, archive. Priorité 0. Pièce jointe, audio-silencieuse-utile.wave. Sa réponse fut immédiate. Reçu. Je me suis déconnecté. J'ai pris mon sac. En sortant du bâtiment, j'ai regardé le ciel de Paris. L'air était froid et clair. Il n'y avait plus de famille. Il n'y avait plus de loyauté. Il n'y avait plus d'émotion. Il n'y avait qu'un contrat. Un contrat qu'ils avaient l'intention de célébrer. Et un contrat qu'ils venaient de rompre. Le lendemain matin, à l'aéroport du Bourget, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place.
Il n'y avait qu'un contrat. Et un vol de 8 heures à prendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'aéroport du Bourget à 7 heures du matin est un monde à part. Ce n'est pas le chaos de Roissy. C'est le silence feutré de l'argent. L'odeur du kérosène et du café cher. Le jet privé de l'entreprise, un Falcon 8X, nous attendait sur le tarmac. Isor est arrivée la première, dans un Range Rover, l'air d'une star de cinéma se rendant à Cannes. Elle portait d'énormes lunettes de soleil et un manteau blanc. L'équipage l'a saluée par son nom. « Bienvenue, mademoiselle Isor. Laissez-moi prendre vos bagages. » Mes parents sont arrivés ensuite, dans leur berline de fonction. L'air puissant, détendu. Hervé riait avec le pilote. Je suis arrivée la dernière, en taxi. J'ai traîné ma propre valise sur le tarmac. L'hôtesse, la même qui avait adulé Isor, m'a regardé avec un sourire professionnel mais un peu confus. « Vous êtes ? Faustine Lambert. »« Ah, oui. Bien sûr. Mademoiselle. » Son sourire était professionnel, mais j'avais vu la hésitation. J'étais l'autre Lambert. L'inconnu. Je suis montée à bord. L'intérieur sentait le cuir neuf et la moquette épaisse. Isor était déjà installé. Siège 1A. Le fauteuil capitaine en cuir blanc, dans la cabine privée avant, avec son propre écran de télévision géant. Béatrice et Hervé étaient en 2A et 2B, dans la section « Club » du milieu. L'hôtesse m'a souri. « Mademoiselle Lambert, votre siège est le 8C. » J'ai marché le long de l'allée. Passé la première classe. Passé la classe affaires. Passé la salle de conférence. Le siège 8C était le dernier siège. Tout au fond de l'avion. Juste à côté de l'office, la petite cuisine. En face des toilettes. C'était le siège de l'assistante. Le siège du personnel. Ma place. Mon rôle. J'ai mis ma valise dans le compartiment. Je me suis assise. Le tissu était agréable, mais le message était aussi subtil qu'une porte de prison qui claque. Alors que je bouclais ma ceinture, mon père, Hervé, est apparu à côté de moi. Il ne m'a pas regardé. Il regardait droit devant lui, vers sa femme et sa fille préférée. Il s'est penché. J'ai cru qu'il allait s'excuser. J'ai cru qu'il allait dire « c'est juste pour les apparences ». Il a murmuré, sa voix à peine plus haute que le sifflement de la ventilation. « Faustine. Tu n'es pas l'avenir. Tu es douée pour ce que tu fais, mais ce n'est pas l'avenir. » Isor l'est. Ne complique pas les choses. Il n'a pas attendu de réponse. Il est retourné à son siège. L'avion a décollé. Vous imaginez ? 8 heures. 8 heures de vol, coincé dans une boîte en métal, avec les mots de votre père qui résonnent dans votre tête. Tu n'es pas l'avenir. 8 heures où chaque minute était un mélange de rage et de tristesse. J'ai regardé le sillage de l'avion sur l'écran de vol. Je me sentais exactement comme ça. Une trace qui s'efface. Pendant ces 8 heures, je n'ai pas regardé ma stratégie. Je n'ai pas lu de rapport. J'ai regardé la clause 22B, encore et encore. J'ai écouté en boucle le fichier audio, silencieuse et utile, le volume bas dans mes écouteurs. Ils oubliaient une chose. L'avenir, ce n'est pas ce qu'on vous donne. C'est ce que vous construisez. Et j'étais la seule architecte à bord. Restez avec moi, car l'atterrissage à New York, ce n'était que le début de la vraie tempête. Nous avons atterri à JFK. Une voiture de luxe attendait Hervé, Béatrice et Isor. Un Uber attendait l'assistante. J'ai pris le taxi jaune jusqu'à l'hôtel. Le matin de la signature, le grand jour d'Isor, j'ai reçu le dossier final dans ma chambre. Et c'est là que j'ai compris que j'avais gravement sous-estimé leur cruauté. Et leur stupidité criminelle. La liasse de documents est arrivée à 7 heures du matin, apportée par un groom de l'hôtel. L'enveloppe en carton était épaisse. Dossier final de signature. Il était lourd, physiquement, mais aussi métaphoriquement.
Je me suis fait un café fort dans la machine de la chambre d'hôtel. La nuit avait été blanche. J'ai ouvert le dossier en cuir. La première page. Le contrat principal. 1,23 milliard d'euros. Le fruit de 18 mois de ma vie. J'ai tourné les pages. Les annexes. Les clauses. Et puis, la dernière page. La page des signatures. Mon estomac s'est retourné. Il y avait les blocs de signature. Approuvé par Hervé Lambert, PDG. Signé, approuvé par Isor Lambert, stratège principal. Signé avec un grand paraphe arrogant, vérifié et validé par Faustine Lambert, architecte stratégique. Sauf que, ce n'était pas ma signature. Enfin, si. C'était la mienne. Mais elle n'était pas manuscrite. C'était une image. Une copie scannée de ma signature numérique, celle que j'utilisais pour les notes de frais internes, pour les mémos sans importance. Il l'avait prise. Il l'avait copiée. Et il l'avait collée sur un document juridique fédéral. Il m'avait non seulement effacé. Ils n'avaient pas seulement volé mon travail. Ils avaient falsifié mon identité. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Le café est remonté, brûlant. J'ai saisi les bords de la cuvette en porcelaine froide, mes jointures blanches. J'ai tremblé de tout mon corps. J'ai eu peur. Vraiment peur. Ce n'était plus un drame familial. Ce n'était plus une question d'être mise de côté. C'était un crime. Un crime fédéral aux États-Unis. Si cela était découvert, l'entreprise était finie. Le contrat serait nul. Nous serions poursuivis. Et devinez qui ils allaient blâmer? La femme dont la signature était sur le document. La femme qu'ils avaient déjà commencé à dépeindre comme instable et abrasive. Moi. J'ai tremblé. J'ai pensé à appeler le conseil d'administration. J'ai pensé à appeler la police. J'ai pensé à prendre un avion et à disparaître. Pendant une seconde, une terrible seconde de pure panique, je me suis dit, peut-être que je devrais juste laisser faire? Rester silencieuse et utile? C'est ma famille. Ils ne peuvent pas être si stupides. Mais ils l'étaient. Je me suis éclaboussé le visage d'eau froide. J'ai relevé la tête. J'ai vu mon reflet dans le miroir. J'ai vu mes yeux. Et j'ai vu les yeux de mon grand-père. L'intégrité, Faustine. L'acier. Ne laisse jamais l'image l'emporter sur l'intégrité. La peur a disparu. Remplacée par un calme froid. Une clarté absolue. J'ai séché mon visage. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo haute résolution de la signature falsifiée. J'ai pris une photo de la page de titre avec le nom d'Isor. Je les ai téléchargés sur mon serveur sécurisé personnel, hébergé en Suisse. J'ai tagué les fichiers, activation. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable d'administrateur. Celui que personne ne connaissait. Celui qui se connectait directement aux racines du système. J'ai accédé au portail racine du système de contrat. J'ai trouvé la clause 22B. J'ai trouvé le protocole de sécurité que j'avais construit. Protocole d'urgence, gel conservatoire intérimaire. Il était conçu pour des situations extrêmes, une cyberattaque, une catastrophe naturelle. Ou un manquement éthique grave. Il n'effacerait rien. Il ne détruirait rien. Il se contenterait de geler. De verrouiller chaque point d'accès, chaque validation, chaque signature, jusqu'à ce que l'administrateur fiduciaire, moi, entre un code de déverrouillage physique. Mes doigts survolaient le clavier. En bas, dans la salle de bal de l'hôtel, je pouvais entendre la musique commencer. La presse s'installait. Le grand moment d'Isor. J'ai appuyé sur « Entrée ». L'écran a affiché un simple message, statut, actif. Aucune alarme. Aucun voyant rouge. Juste un clic silencieux. Dans la salle de bal en bas, Isor se préparait pour son grand moment. Elle n'avait aucune idée que le spectacle était déjà terminé avant même d'avoir commencé. Je suis descendue. J'ai pris l'ascenseur de service. J'ai enfilé la veste du triste costume beige que ma mère m'avait envoyé. C'était symbolique.
Je voulais qu'il me voie dans l'uniforme qu'il m'avait assigné. Je me suis tenue au fond de la salle de bal. Près des techniciens. Mon rôle. La salle était pleine. Des banquiers, des avocats en costume cher, des journalistes de toutes les grandes publications financières. L'air vibrait d'anticipation et de l'odeur du café frais. Mes parents étaient au premier rang, rayonnants. Hervé saluait les gens, Béatrice souriait, l'image même de la grâce. La musique a augmenté. Les lumières se sont tamisées. Et Isor est montée sur scène. Elle était radieuse. Elle portait un tailleur pantalon blanc immaculé. Elle était l'image de l'avenir, jeune, belle, confiante. Elle a salué la foule. Elle souriait, elle rayonnait. Elle s'est approchée du podium. Bonjour à tous, sa voix résonnait, chaude et confiante. C'est un moment historique. Pop. Un bruit sec, comme un coup de feu. Le micro a lâché. Un sifflement strident, un Larsen, a rempli la salle. Tout le monde a grimacé. Isor a tressailli, son sourire a vacillé. Elle a tapoté le micro. Un technicien s'est précipité sur scène pour lui donner un micro à main. Ah, les joies de la technique, a-t-elle ri nerveusement. Le public a ri poliment. Elle a continué. C'est un moment historique pour notre entreprise. Derrière elle, le grand écran LED de 10 mètres de large devait afficher le logo de notre entreprise et celui du fonds d'investissement, fusionnant dans une animation élégante, que j'avais conçue. À la place, il affichait « Bienvenue dans le » suivi d'une icône de chargement. Un petit cercle qui tournait, tournait, tournait. L'écran a clignoté. Est devenu bleu. Isor n'a pas regardé. Elle continuait son discours appris par cœur. Nous signons aujourd'hui plus qu'un contrat. Nous signons l'avenir. C'était le moment. Le moment de la signature numérique. Elle s'est tournée vers la grande tablette de signature sur scène, un appareil conçu pour la cérémonie. L'écran de la tablette, qui devait être vert et affiché, prêt à signer, était rouge. Rouge vif. Un message s'affichait en lettres capitales, que même moi, du fond de la salle, je pouvais lire. Erreur de validation. Accès système refusé. Contravention 22B. Isor s'est figée. Elle ne comprenait pas « Contravention 22B » C'était du charabia pour elle. Elle a tapoté l'écran. Un assistant juridique, au premier rang, a vu le message. Il s'est précipité vers mon père, Hervé. Il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Hervé est devenu blême. J'ai vu la couleur quitter son visage. Béatrice a cessé de sourire. Isor, paniquée, a regardé son père. Puis sa mère. Puis, elle m'a cherché. Ses yeux ont balayé la salle. Ils ont trouvé les miens. Au fond. Dans mon costume beige. Je ne souriais pas. Je ne jubilais pas. Je la regardais, simplement. Nos yeux se sont croisés à travers la salle silencieuse. J'ai vu la panique pure sur son visage. La confusion. La colère. Ses lèvres ont bougé. J'ai lu sur ses lèvres, aussi clairement que si elle l'avait crié. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai secoué la tête. Lentement. Et j'ai articulé ma réponse. C'est toi qui l'as fait. Un homme, le PDG du fonds d'investissement, s'est levé. Y a-t-il un problème, monsieur Lambert? Hervé s'est levé, ajustant son micro. Un léger problème technique. Nous. Le chef de la sécurité de l'hôtel s'est approché. Nous allons devoir reporter la signature. Le système est verrouillé. C'était fini. La salle s'est vidée dans un silence assourdissant. Ma famille s'est regroupée dans un coin, furieuse. Ils pensaient que c'était la fin de l'acte 1. Ils ne savaient pas que c'était la fin de la pièce. Le chaos qui a suivi fut presque comique, si ce n'était pas si pathétique. Ma famille s'est enfermée dans la suite présidentielle. J'ai entendu les échos des cris depuis le couloir quand j'ai ramené mes propres affaires. Très vite, le récit a commencé à se former. Faustine a paniqué. Elle n'a pas supporté la pression. Elle a dû faire une erreur dans le code, elle est tellement abrasive et instable.
Elle n'a pas supporté de ne pas être sous les projecteurs. J'ai même vu la notification. Béatrice venait d'envoyer un email à un membre du conseil d'administration, un email qu'Étienne m'a immédiatement transféré. Le sujet était « Urgent, incident de New York ». Le corps du message disait « Nous gérons ce qui semble être une crise de santé mentale avec Faustine. Elle a apparemment saboté l'événement, nous ne savons pas pourquoi. Nous sommes dévastés. Nous gérons la situation. » Ils essayaient de me faire interner, métaphoriquement et peut-être littéralement. Ils essayaient de créer une histoire, de contrôler le narratif. Ils pensaient qu'ils contrôlaient l'histoire. Ils oubliaient que je contrôlais le serveur. Pendant qu'ils criaient et s'agitaient à New York, à Paris, Étienne veillait. À 14h, heure de Paris, juste au moment où les membres du conseil d'administration en Europe se réveillaient avec les premières nouvelles confuses de New York, il a agi. Il n'a pas agi pour moi. Il a agi pour mon grand-père. Il a agi pour l'intégrité de l'entreprise. Il a envoyé un seul email. Destinataire, l'ensemble du conseil d'administration, l'équipe juridique complète de notre entreprise, et les avocats du fonds d'investissement américain. Sujet, audit de sécurité urgent et documentation contractuelle, contrat 1,23 milliard €. Le corps de l'email était court. Conformément au protocole, veuillez trouver ci-joint les documents relatifs à l'échec de validation de ce matin. Le système a détecté une violation de sécurité critique. La sécurité du système est désormais sous le contrôle fiduciaire de l'administrateur, F. Lambert, jusqu'à résolution. Et puis, les pièces jointes. 4 fichiers. Simple. Dévastateur. Clause 22B signée conseil.pdf, prouvant que le conseil avait approuvé mon autorité fiduciaire 2 ans plus tôt. Log accès serveur ISOR 37.csv, une feuille de calcul simple montrant 37 accès non autorisés d'ISOR à ma stratégie. Signature-falsifié-preuve.jpeg, la photo haute résolution de la signature copier-coller. Un crime. Audio-silencieuse-utile.mp3, 30 secondes de ma mère et de ma sœur conspirant pour me marginaliser. J'étais assise dans le hall de l'hôtel, buvant un café étonnamment bon, quand j'ai vu les notifications arriver sur mon téléphone sécurisé. Les téléphones des membres du conseil d'administration, qui logeaient dans le même hôtel, ont commencé à vibrer. Un par un. J'ai vu un membre du conseil, un vieil ami de mon grand-père, Jacques, ouvrir l'email sur sa tablette. J'ai vu son visage passer de l'agacement à la confusion, puis à l'horreur pure. J'ai vu ses joues rougir de colère. Il a mis ses écouteurs. Il a écouté le fichier audio. Il a regardé la signature falsifiée. Il a zoomé dessus. Il a levé les yeux. Il m'a regardé, de l'autre côté du hall, moi, dans mon costume beige. Je n'ai pas souri. J'ai juste tenu son regard. Il a hoché la tête, une seule fois. Un signe de respect. Un signe de compréhension. Le jeu était terminé. Isor a reçu un email la suspendant avant même que l'avion de retour ne soit réservé. Béatrice et Hervé ont été convoqués à une réunion d'urgence du conseil. Mais la vraie victoire, la vraie révélation, m'attendait dans un autre email. Celui que je n'avais jamais osé espérer. L'email est arrivé non pas de l'entreprise, mais du cabinet d'avocats qui gérait la fiducie familiale de mon grand-père. Un cabinet de la vieille école, à Genève. Le titre était simple, mise à jour de la succession. Intrigué, j'ai cliqué, pensant que c'était une formalité. Il contenait une lettre. Scannée, notariée, datée d'il y a 5 ans, juste avant sa mort. À l'attention du conseil d'administration, commençait-elle. Si vous lisez ceci, c'est que la direction actuelle Hervé et Béatrice Lambert a commis un manquement éthique grave, mettant en péril l'intégrité de l'entreprise que j'ai bâtie. Mon cœur s'est arrêté. Conformément au statut de la fiducie, que j'ai moi-même rédigé, une telle violation active une clause de succession dormante. Le contrôle exécutif, ainsi que la majorité des parts de vote de la fiducie, doivent être immédiatement transférés à l'administratrice fiduciaire désignée. Je m'attendais à voir le nom d'un avocat. D'un étranger. Faustine Lambert. Il avait toujours su. Il n'avait pas seulement vu qu'ils étaient obsédés par l'image. Il avait vu qu'ils étaient faibles,
qu'ils étaient un risque. Il ne m'a pas laissé un bouclier. Il m'a laissé une forteresse. Il m'a laissé un test. Et mes parents, ma sœur, ils l'avaient tous échoué. Quand je suis rentrée à Paris, l'entreprise n'était plus la même. Mon bureau n'était plus le même. J'ai pris le bureau du coin. Celui de mon grand-père. Il sentait encore légèrement le vieux cuir et le tabac à pipe. Hervé est venu me voir une fois. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air petit. Il avait vieilli de 10 ans. Tu as prouvé ce que tu voulais, Faustine. J'ai levé les yeux de mes dossiers. Le vrai travail commençait. Non. Je n'ai rien prouvé. J'ai juste arrêté de prétendre ne pas savoir. Il a hoché la tête et est parti. Isor est parti, pour des raisons de santé, épuisé par le stress. C'est ce que le communiqué de presse disait. Béatrice a pris sa retraite anticipée pour passer plus de temps avec sa famille. Moi? J'ai commencé à travailler. J'ai démantelé la culture de l'image. J'ai promu Antoine à la tête de la stratégie. J'ai donné à Étienne une augmentation massive et le titre de chef de l'intégrité des systèmes. J'ai signé le contrat de 1,23 milliard d'euros. Seul. J'ai réalisé que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'être sous les projecteurs, comme le voulait Isor. Ce n'est pas d'être applaudi. Le vrai pouvoir, c'est de savoir qui vous êtes quand personne ne regarde. C'est de construire la fondation si solidement que même lorsque tout le monde essaie de vous effacer, la structure tient bon. L'héritage n'est pas ce qu'on vous donne. Il est préservé par les silencieux qui refusent d'être effacés. Si vous avez déjà été dans une pièce où votre travail, vos idées, étaient célébrées, mais sous le nom de quelqu'un d'autre. Je vous vois. Si on vous a déjà dit de rester dans votre voie, d'être silencieux et utile, de ne pas être si abrasif. Je vous comprends. Que auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà dû choisir le silence pour garder la paix dans votre famille ou votre travail? Ou avez-vous, vous aussi, dû construire votre propre clause 22B? Si cette histoire a résonné en vous, si elle a touché quelque chose de vrai, laissez une minute dans les commentaires. Partagez votre propre histoire si vous l'osez. Parfois, le simple fait de dire « cela m'est arrivé aussi » est la chose la plus puissante. Et si vous voulez entendre plus d'histoires sur la dignité, la force silencieuse et la justice rendue, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Merci de m'avoir écouté.